Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de fin d'année, qui sera donc plutôt une vidéo de début d'année sur mes meilleures lectures de l'année 2023. En 2023, j'ai lu 63 livres, ce qui est un peu moins que ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai eu une année occupée et j'avais des périodes où je ne lisais pas beaucoup. Enfin, même si 63 livres, c'est beaucoup, hein, soyons honnêtes, entendons-nous là-dessus. Et j'ai lu pas mal de livres qui étaient assez gros, on va dire que ça compense, enfin bref. Peu importe, j'ai lu 63 livres. Je vais vous parler de 12 d'entre eux aujourd'hui qui font partie de mes meilleures lectures. C'était une année un peu mitigée, je dirais, en termes de lecture. Il y a eu beaucoup de lectures qui m'ont pas particulièrement marquée, qui étaient assez neutres plus, on va dire, mais dans l'eau se sont quand même dégagés plusieurs livres qui m'ont particulièrement touchée, intéressée. Puisque je n'avais pas le courage de me plonger dans le bazar que vous pouvez voir derrière moi, je n'ai pas les livres sur moi, mais je vous mettrai des photos évidemment pour que la vidéo soit quand même un peu plus vivante, on va dire. Alors certains livres vous seront familiers puisque j'en ai parlé durant cette année, d'ailleurs j'ai parlé d'une bonne partie d'entre eux. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est Mère de Teodora Dimova, dont j'avais parlé sur ma vidéo sur la littérature des Balkans, et qui est une autrice bulgare que je ne connaissais pas du tout avant cette année et que j'ai découverte dans un rayon à Gibert sans rien savoir d'elle, sans rien savoir de ce qu'elle avait écrit, et ce livre m'avait particulièrement intéressée. Donc je l'avais acheté, je l'ai lu et je ne regrette pas du tout, ça a été vraiment un coup de cœur, pour le coup. Si on devait faire un classement de mes meilleures lectures parmi mes meilleures lectures, celui-ci serait plutôt dans le haut du panier. C'était vraiment une lecture extrêmement poignante sur des relations entre des mères et des filles, des drames qui se passent à l'école, et en fait ce qui m'a particulièrement touchée dans ce livre, c'est le style de l'autrice qui avait l'air d'être un peu écrit au fil de la plume et qui était extrêmement prenant, très introspectif. C'était vraiment une lecture bouleversante et aux thématiques assez dures. Ça parlait beaucoup de violence, notamment à la fin. Il y avait une description d'une scène de violence assez crue, mais racontée de façon tellement magistrale. Donc c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée, et j'espère que 2024 sera l'année où je lirai davantage de livres de Teodora Dimova, puisque cette autrice m'a beaucoup intriguée. Le deuxième livre, pour rester dans des thématiques toujours aussi joyeuses, qui fait partie d'une de mes meilleures lectures de 2023, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent, qui est un livre qui est sorti il y a quelques années et dont je vous avais également parlé, et qui raconte l'histoire d'un père et de sa fille. Sa fille s'appelle Turtle, donc c'est un surnom, et elle vit avec son père, je sais plus exactement où aux États-Unis, mais dans une sorte de campagne un peu reculée, dans une relation extrêmement toxique, une relation extrêmement toxique entre elle et son père, relation qui est parfois incestueuse. Elle est élevée dans la violence, presque dans la bestialité, et elle est complètement isolée du monde avec ce père, et elle va rencontrer un jeune garçon qui va peu à peu lui faire découvrir la véritable vie et la faire sortir de ce cercle de violence. L'histoire est principalement racontée du point de vue de Turtle, qui est une adolescente, donc qui a à peu près 13-14 ans. Et on a vraiment ce regard adolescent assez cru, assez brutal, et l'ambivalence de la relation qu'elle entretient avec son père, qui est une relation qui est donc fondée sur la violence. Et on voit que Turtle sait que la relation qu'elle entretient avec son père n'est pas une relation normale, même si c'est le seul type de relation qu'elle a jamais connu. Et en même temps, jusqu'au bout, quand des adultes ou d'autres enfants vont lui tendre la main pour l'aider, elle va sans cesse revenir à son père, le défendre, ne pas vouloir admettre que l'amour que son père lui porte n'est pas un amour sain, n'est même pas de l'amour dans certaines formes. Et donc on a jusqu'au bout cette ambivalence et cette affection qu'elle porte au père, malgré le fait qu'elle s'éloigne progressivement de lui et qu'elle prend progressivement conscience de son comportement toxique envers elle. C'était une lecture qui était une véritable claque, et pareil, c'est vraiment un énorme coup de cœur, donc je vous recommande vraiment ce livre si les thématiques qu'il aborde ne sont pas trop violentes pour vous, parce qu'il y a quand même des scènes assez explicites de violence, notamment de violence sexuelle, donc allez-y prudemment si jamais ce sont des thématiques qui vous touchent. Ensuite, je vous parlais d'un essai, Intercourse d'Andrea Dworkin,
qui a été traduit sur le titre Coït, je crois en français, et qui était un livre qui était au programme du Cercle féministe d'Antastasia, et que je remercie beaucoup d'avoir mis au programme parce que c'était une excellente lecture. J'avais déjà lu Dworkin l'année dernière, toujours dans le cadre du Cercle féministe, avec les femmes de droite, que j'avais adoré et qui faisait également partie de ma vidéo des meilleures lectures. Et là j'ai tout autant adoré Intercourse. En fait, je crois que ce qui me plaît particulièrement avec Dworkin, c'est qu'on a vraiment l'impression que l'autrice nous pousse à réfléchir et qu'elle nous met dans des situations et des positions très inconfortables. Et pour avoir maintenant lu beaucoup de critiques féministes, je trouve que beaucoup trop de livres, quand vous vous êtes un peu renseigné sur la question, finissent par être assez redondants et à vous, peut-être pas à vous, forcément à vous brosser dans le sens du poil, mais à vous balancer des évidences. Et je parle surtout de livres que j'ai pu lire, des livres qui sont écrits depuis quelques années, enfin qui sont sortis il y a quelques années, qui sont plutôt contemporains. Et avec Dworkin, je retrouve cette envie d'apprendre des choses et cette envie de ressortir d'une lecture en ayant eu l'impression d'avoir vu le monde autrement. Ce qui est, je pense, ce qu'on recherche quand on lit des essais notamment, et des essais féministes particulièrement. Et j'ai eu cette sensation avec ces deux lectures. Évidemment, où Dworkin a un regard très sévère sur la sexualité, que d'ailleurs je partage pas forcément systématiquement, un regard très pessimiste sur la sexualité hétérosexuelle, qui est pas fausse mais que je partage pas non plus forcément. J'ai beaucoup aimé aussi que le livre soit très littéraire, c'est-à-dire qu'elle prend des passages de livres écrits par des hommes et elle essaye d'analyser la façon dont le regard qu'ils portent sur les femmes. Et j'ai trouvé ça super, et vraiment Dworkin a un style très littéraire aussi, ce qui rend la lecture agréable. On n'a pas forcément l'impression uniquement de lire un essai, ce qui peut être le cas parfois avec des essais qui sont très journalistiques, avec un style très factuel, voire un style carrément inexistant. Chez Dworkin, vous lisez un vrai texte, vous lisez vraiment de la littérature, et c'est ça que j'apprécie particulièrement, à savoir, à noter que je l'ai lu en anglais, que j'ai trouvé que la lecture était, je dirais pas facile, mais elle était du moins abordable et compréhensible. Voilà, donc si vous voulez le lire et que votre niveau d'anglais vous le permet, n'hésitez pas à le lire en langue originale. Mais en tout cas, voilà, 2 lectures de Dworkin, 2 claques, et j'espère que ça va continuer dans ce sens. On va parler d'un livre beaucoup plus gros maintenant, qui était Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz, dont Antastasia avait proposé la lecture dans le cadre du printemps égyptien, pardon, j'ai eu un petit bug, du printemps égyptien, et c'était la 2e fois que je lisais Naguib Mahfouz, que j'avais lu avec la trilogie du Caire, qui avait été une de mes meilleures lectures de l'année dernière. J'avais commencé l'année avec Naguib Mahfouz l'année dernière et c'était probablement le meilleur début d'année que j'ai eu en termes de lecture de ma vie. C'était vraiment incroyable comme expérience de lecture. Et Les Fils de la Médina, c'est un style complètement différent, mais qui m'a tout autant transportée. Ici, on a affaire à une réécriture des récits coraniques. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Vous avez 5 personnages. Adam, tous les personnages sont désignés par un autre nom, mais un personnage qui fait référence à Adam, un personnage qui fait référence à Moïse, un personnage qui fait référence à Jésus, un personnage qui fait référence à Mohamed, et un 5e personnage dont les interprétations divergent. Moi, j'y ai vu la représentation de l'athéisme peut-être, ou en tout cas d'une religion qui n'était pas une religion monothéiste, qui s'éloignait de l'islam. Les récits coraniques sont aussi les récits bibliques, il y a énormément de points communs, en tout cas pour Adam, Moïse et Jésus. Et en fait, Naguib Mahfouz transporte ces récits coraniques dans le cadre d'une sorte de petit village dans le désert. C'est un livre qui a provoqué des réactions extrêmement houleuses à sa sortie, puisque Naguib Mahfouz a été poignardé par des islamistes après avoir sorti ce livre, qui est un livre qui, malgré ce que l'auteur a pu dire, pour moi est vraiment une critique des récits religieux, et pas tant des récits religieux que de l'interprétation qui en est faite par les hommes, de l'interprétation des messages religieux par les hommes. Une interprétation qui est souvent
erronée, fondée sur la violence, sur la barbarie, et qui finalement ne fait que répéter encore et encore les erreurs qui ont été commises par le passé. Il y a une sorte d'idée de cycle, d'erreurs que l'humanité reproduit et dont elle n'arrive pas à sortir. J'ai adoré ce livre. Le style peut être un peu rebutant parce qu'on a l'impression de lire des contes. Il y a une grande distance entre la narration et l'histoire, mais c'était vraiment génial à lire. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, donc je pense que vous devriez le lire également si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, des livres que j'ai lus cet été, que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, l'été on lit toujours plus et on lit souvent des bonnes choses. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai lu Reflet dans un œil d'or de Carson McCullers, qui est définitivement une autrice que j'aime beaucoup, puisque c'est le 3e livre que je lis d'elle et c'est la 3e fois que j'apprécie beaucoup ma lecture. Reflet dans un œil d'or, on est dans une petite station militaire dans laquelle va se jouer des sortes de triangles amoureux ou de personnes qui aiment une personne un peu à la façon d'Andromaque de Racine, et notamment un amour homosexuel entre 2 soldats, enfin l'amour homosexuel d'un capitaine marié pour son autre soldat, pour un des soldats de sa garnison. C'est jamais dit de façon explicite, mais on le ressent énormément parce que c'est un livre qui est très introspectif, dans lequel on est plongé dans les pensées des personnages, qui sont des pensées extrêmement complexes parce que les personnages eux-mêmes n'ont pas forcément conscience qu'ils sont amoureux de telle personne, pas forcément conscience des sentiments qu'ils ressentent, et j'ai ressenti dans ce livre beaucoup de tristesse que je retrouve en fait dans tous les livres de Carson McCullers. C'est une autrice qui décrit très bien la tristesse, la mélancolie, la peine, la résignation aussi, voilà, donc c'est un livre qui est assez court. Si vous voulez commencer l'autrice, c'est peut-être un bon moyen de vous plonger dans son œuvre. Et puis je trouve le titre magnifique, Le reflet dans un œil d'or. Je sais plus exactement quel est le titre original, mais voilà, et ça décrit bien, je trouve, la façon dont est racontée l'histoire, puisque c'est un livre sur la perception de l'autre, la perception de soi-même, etc. Un autre livre que j'ai lu cet été, on va partir dans la philosophie. Cette année, j'ai lu 2 livres de philo. C'était pas arrivé depuis des années. Et je ne regrette pas, puisqu'il y en a un notamment qui m'a beaucoup plu, c'est Crainte et tremblement de Kierkegaard, de Søren Kierkegaard, qui est un philosophe danois, qui a écrit sur la philosophie religieuse notamment. Et dans Crainte et tremblement, Kierkegaard nous décrit 3 stades de l'humanité. Le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux, qui est selon lui le stade que nous devons atteindre en tant qu'humanité, qui est le stade le plus noble, le plus fructueux pour nous, et celui qui a le plus de sens surtout. Voilà, parce que le stade esthétique, qui est le stade le plus bas, entre guillemets, c'est un stade dans lequel... un stade assez superficiel, assez matérialiste, on est attiré par les belles choses sans profondeur. Ensuite, il y a le stade éthique, qui est le stade de la morale, qui est celui du respect des lois à la fois humaines et des lois morales qu'on s'impose à soi. Et il y a le stade religieux qui, lui, obéit à une loi qui transcende les lois humaines, et donc c'est la loi divine. Et il réfléchit beaucoup au récit d'Abraham, puisque Abraham, quand il a décidé de sacrifier son fils Isaac, n'était plus dans le stade éthique, puisque le stade éthique lui aurait dit de ne pas tuer son fils, puisque ce sont les lois humaines, mais il était dans le stade religieux, qui était donc le stade divin, c'est-à-dire que Dieu lui avait ordonné de tuer son fils, et même si c'était contraire à la morale humaine, Abraham a fait le choix de suivre cette loi qui transcende les lois humaines. Voilà. Donc il y avait des réflexions intéressantes avec lesquelles j'étais pas tout le temps d'accord, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une façon intéressante de voir le monde et de réfléchir sur les lois qu'on s'impose en tant qu'individu, à quoi on obéit. Voilà, donc si la philo vous intéresse, c'est un livre que je vous recommande. Je l'ai pas trouvé excessivement ardu à lire. Voilà, donc c'était une très bonne découverte que j'avais envie de faire depuis longtemps. Un autre roman que j'ai beaucoup aimé, c'est Le miroir des courtisanes de Sayako Ariyoshi, qui est une autrice japonaise que je n'avais jamais lue, et j'avais
absolument envie de la découvrir. Elle est plus connue pour les Dames de Kimoto, je crois, que j'ai aussi dans ma bibliothèque, mais Le Miroir des Courtisanes m'a attiré davantage, donc j'ai commencé par celui-là et je ne regrette pas du tout. C'était vraiment une lecture exceptionnelle. Là encore, si je devais faire un top 3 de mes lectures de l'année, elle serait dedans. C'était vraiment une lecture prenante où j'ai trouvé un vrai plaisir de lecture, où j'avais envie de savoir la suite. Enfin, c'est pas toujours le cas, même dans des livres que j'aime beaucoup, où je les lis pas, on les lit pas que forcément pour l'intrigue, etc. Mais là, il y avait vraiment une envie de savoir ce qui allait se passer. On suit en fait une jeune femme qui est vendue comme geisha par sa mère quand elle avait 9-10 ans, donc elle fait l'école, elle va à une école des geishas, entre guillemets. Et en fait, sa mère qui est absolument horrible, enfin une personne absolument égoïste, maltraitante, qui a abandonné sa fille et en même temps qui ne la voit que comme, n'a une relation avec elle que par intérêt. La mère revient constamment dans le paysage et en fait empêche la fille de vivre sa vie et en même temps pas uniquement, c'est-à-dire que la fille aussi n'arrivera jamais à atteindre au bonheur et en fait on la voit évoluer dans sa vie de son petit âge jusqu'à sa vieillesse sans réussir à se défaire de son hérédité et en étant constamment ramenée à cette relation qu'elle entretient avec sa mère. J'ai adoré cette relation conflictuelle avec sa mère et j'ai été énormément touchée par son destin et je me suis beaucoup attachée à ce personnage. Voilà, donc pareil, un livre que je vous recommande à 100%. Un peu de poésie, j'ai pas lu beaucoup de poésie cette année, j'ai lu quelques recueils, mais il y en a un qui m'a particulièrement plu et qui n'est pas du tout connu en fait, c'est une anthologie de poésie qui s'appelle Les Poètes du Tango, qui est une anthologie de poésie des éditions Gallimard, je crois, Gallimard Poésie, et qui est une... qui est une anthologie qui regroupe des poèmes écrits par des poètes d'Amérique du Sud, des poètes de la première moitié du XXe siècle, hein, donc début du siècle jusqu'aux années 30-40 à peu près. Et les poètes du tango, en fait, ce sont des poèmes qui étaient écrits pour être mis en musique et pour être chantés, et qui racontent un peu des histoires de l'Amérique du Sud, des histoires de campagne, des histoires du peuple. C'est une poésie qui est avec un langage parfois familier, très musical, avec du coup des refrains, etc. Des poèmes qui ont parfois des parties même un petit peu vulgaires, mais j'ai trouvé qu'il y avait une véritable musicalité dans la lecture de ces poèmes. On avait vraiment l'impression de lire des morceaux de musique. On ressentait la musique qu'il y avait derrière, on s'imaginait vraiment bien dans cette ambiance au coin du feu, avec des guitares, avec des danses, avec... on avait l'impression d'être dans des cabarets, dans des bars, etc. J'ai trouvé qu'à la lecture ça ressortait énormément et c'est vraiment un recueil que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous ne connaissez pas cette poésie, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. C'est un peu de niche mais c'était vraiment super. Ensuite 2023 a été l'année où j'ai enfin lu Stephen King, que je n'avais jamais lu, et je ne regrette pas du tout d'avoir découvert cet auteur cette année puisque j'ai lu Misery qui était au club de lecture d'Antastasia, je sais plus à quelle période, vers la fin de l'année, je me suis donc procuré le livre qui était au programme en me disant que ce serait l'occasion de découvrir Stephen King et je n'ai pas du tout été déçue. J'ai absolument adoré Misery et j'ai absolument adoré l'écriture de Stephen King, dont j'avais entendu beaucoup de bien, ceci dit, donc je n'étais pas forcément surprise. Je pense que ce qui m'avait longtemps rebuté à l'idée de lire Stephen King, c'était le fait qu'il écrivait des livres horrifiques. Enfin, j'avais entendu parler de beaucoup de ses livres qui étaient des histoires d'horreur ou de science-fiction, qui sont deux genres que je n'apprécie pas plus que ça, surtout l'horreur, c'est pas du tout mon genre de littérature. Donc je n'avais jamais eu la curiosité de me plonger dedans, mais Misery, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ça pourrait potentiellement me plaire et ça m'a plu. C'est l'histoire d'un écrivain qui fait un accident de voiture et qui est recueilli entre guillemets par une infirmière qui s'avère être en fait une de ses plus grandes fans et notamment fan de sa série qui s'appelle Misery. Et c'est une femme qui a été particulièrement affectée par la mort de l'héroïne dans le dernier tome de la série et qui en fait kidnappe l'auteur pour le forcer à écrire une suite.
et donc à faire revivre le personnage de Misery. C'est une sorte de huis clos, enfin c'est un huis clos parce qu'en fait toute l'histoire jusqu'aux 20 dernières pages se passe dans la maison de cette femme et on n'en sort jamais. Il n'y a aucun autre personnage qui intervient, si ce n'est des personnages extrêmement secondaires qui interviennent une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment, il y a 2 personnages dans cette pièce et c'est comme ça pendant 400 pages. Et dit comme ça, on pourrait se dire que c'est peut-être un peu redondant, mais pas du tout en fait. Il y a une puissance dans cette relation qui se noue entre les 2 personnages qui est terrifiante. En fait, c'est vraiment un livre qui vous terrifie et la terreur, le traumatisme engrangé chez le personnage de Paul, le personnage de l'écrivain, vous le ressentez aussi. Vous avez vraiment cette sensation d'étouffement et cette réflexion sur le rapport qu'on entretient à la littérature, je l'ai trouvée, alors évidemment poussée à l'extrême, mais j'ai trouvé en fait assez juste sur le rapport qu'on peut entretenir à des êtres de fiction, à des personnages, notamment à l'ère des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de relations entre notamment des jeunes adolescents et des œuvres de fiction, des acteurs, enfin tout un univers de pop culture qui a un rapport qui peut devenir un peu inquiétant et qui peut dépasser le stade de la simple admiration pour vraiment devenir de l'adoration et en arriver à vivre sa vie en fonction des choses qu'on admire, des choses qu'on adore. Et j'ai trouvé que c'était une représentation métaphorique assez juste de cette relation compliquée, on va dire, entre la fiction et notre statut de lecteur ou de lectrice. Je finis avec 2 livres dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais passer assez vite. C'est Lapin maudit de Chung Bora, qui est un recueil de nouvelles horrifiques, mais des nouvelles horrifiques qui en fait sont intégrées à des événements du quotidien et qui sont pas des nouvelles d'horreur au total avec des monstres, etc. C'est juste le dysfonctionnement de certains éléments du quotidien. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande vivement si le genre de la nouvelle vous intéresse et particulièrement la nouvelle un peu horreur. C'était vraiment une super lecture. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est une pièce de théâtre. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du théâtre et en cette fin d'année j'ai lu pas mal de pièces. C'est Girls and Boys de Dennis Kelly, qui est un dramaturge britannique. Et dans Girls and Boys, en fait, on a affaire au monologue d'une femme qui raconte sa relation compliquée avec son mari, relation qui commence de façon tout à fait normale et qui finit en drame. C'est un livre qui m'a énormément touchée et que j'imagine très bien représenté, que je regrette donc de ne jamais avoir pu voir en vrai. Voilà, mais pour ces 2 derniers livres, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait précédemment si vous ne l'avez pas vue, pour avoir plus de détails sur l'histoire. Mais voilà, 2 excellentes lectures pour terminer la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains livres que j'ai mentionnés que vous avez lus et faites-moi part également de vos meilleures lectures de l'année 2023. Sortira dans les prochains jours ma vidéo de mes moins bonnes lectures, puisque c'est aussi intéressant de parler des livres qui nous ont moins plu. Il y en a quelques-uns cette année. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.